Vous êtes sur TV5 Monde, bienvenue si vous nous rejoignez, c'est l'heure de 64 débats, débat consacré à Madagascar avec une question. Les jeunes du mouvement Gen Z se sont-ils fait voler leur révolution par les militaires? Avec nous pour en parler, Mireille Razafin-Jakot, bonsoir, soyez la bienvenue. Vous êtes économiste, directrice de recherche à l'IRD, c'est l'Institut de recherche pour le développement. Avec nous également Audrey Randia-Manjat, bonsoir, vous êtes la représentante du mouvement Gen Z Madagascar France. Et avec nous en direct d'Antananarive, la capitale malgache, Ketakandrian Rafitoson, politologue, vice-présidente mondiale de Transparency International. C'est une organisation spécialisée dans la lutte contre la corruption. Merci beaucoup d'être avec nous. Et puis nous avons voulu aussi donner la parole un peu plus tard dans ce débat à l'un des groupes phares de la scène musicale malgache. Il s'agit de Loharano. Avec nous ce soir dans ce trio, Natiana, le batteur, et Mahalia Ravoajanahary, qui est elle, la chanteuse et guitariste. Bonsoir à tous les deux et merci d'être avec nous. On vous entendra un peu plus tard. Vous allez pouvoir entendre ce que nous disent nos invités s'agissant de la question que j'ai émise en préambule. Audrey Randia-Manjat, on commence avec vous. Le colonel Michael Randia-Nirine a été investi président de la transition il y a 3 jours. C'était vendredi. Vous avez suivi cela, on imagine, avec attention. Votre mouvement s'est-il fait voler sa révolution ? Nous, on ne s'est pas fait voler une révolution. En fait, on va plutôt parler de... On a ouvert une brèche quand même. Ça a demandé un énorme courage de nos compatriotes d'aller sur le terrain et de le faire pendant plusieurs jours. Donc, certains en péril de leur vie, on le rappelle, 22 personnes tuées selon l'ONU par les forces de sécurité malgaches. Exactement. Donc nous, on ne peut pas parler de perte. En fait, au contraire, on est là justement pour revendiquer un nouveau système. Et un système donc aux côtés de la transition. Nous, on a besoin aujourd'hui d'avoir vraiment cet organisme qui est un organisme consultateur qui va pouvoir donc être aussi décisionnaire dans tout ce qui concerne la jeunesse, qui est quand même la majorité de la population à Madagascar. Donc non, on ne pense pas qu'on s'est fait voler notre révolution. Pour vous, la grande victoire, c'est déjà le départ d'Andradzuel, le président démissionnaire, enfin destitué d'ailleurs. Exactement, parce qu'on parle quand même d'un mandat qui a duré 16 ans. On peut dire qu'on a un peuple qui, à un moment, a été complètement asservi, ne voyait même plus le bout, en fait, finalement, de son mandat. Donc ça, c'était une grande victoire, oui, cette destitution. Après, on a beaucoup de réserves par rapport à la suite, puisque ça fait des années que Madagascar vit quand même plusieurs systèmes politiques corrompus. Donc on reste quand même beaucoup sur nos réserves. À propos de corruption, c'est l'un des chevaux de bataille de Ketanjian Rafitoson qui est en direct avec nous. Je le disais, la destitution d'Andradzuel est l'une des grandes victoires du mouvement Gen Z. Vous êtes en contact avec de jeunes qui ont manifesté. Quelle suite qu'ont-ils donné à leur mouvement ? Bonsoir. Comme l'a dit Audrey tout à l'heure, la période est à la vigilance, mais aussi à la construction. Les choses se sont déroulées de manière très rapide, on va dire, puisqu'il y a eu déjà l'investiture du colonel la semaine dernière. Aujourd'hui, il y a 1 heure à peine, un premier ministre a été désigné ici à Madagascar en la personne de Estala Marazonarfil, quelqu'un qui n'a pas été désigné de façon consensuelle alors que c'était l'une des demandes de la place publique, non seulement des organisations de la société civile, mais aussi des jeunes qui étaient impliqués dans les mouvements. Donc, c'est déjà un peu l'expectative ici. Maintenant, je pense que les jeunes sont en train de s'organiser. Tout le week-end, il y a eu des tractations pour élaborer une feuille de route pour accompagner justement cette transition. Et je pense que ce travail-là va continuer à voir ce nouveau personnage dans ce tableau de la transition peut changer la donne, puisque c'est un peu controversé, si vous voulez. Donc, il faut s'attendre à ce que les jeunes aussi adaptent leurs tactiques et leurs objectifs et leurs revendications en conséquence dans les jours qui viennent. Souvent, l'écueil de ces mouvements-là, on l'a déjà vu en Afrique et pas seulement, c'est justement, effectivement, de ne pas savoir aller au-delà des revendications sur le terrain. Mireille Razafin-Jakot, révolution volée, confisquée, quelle est votre analyse? Le mot qui revient souvent, c'est vigilance. Ce mouvement Gen Z dit qu'il faudra compter sur lui, en tout cas. Effectivement, moi, je voudrais commencer par dire bravo vraiment à la Gen Z, parce je pense qu'ils ont marqué vraiment une étape
en montrant qu'ils peuvent se faire entendre. Et dans un pays où justement les jeunes, on met en avant toujours les aînés, ce qu'on appelle les raya mandjin, comme quoi ils sont au devant de la scène et que les jeunes sont là, où le reste de la population est écouté seulement et à subir. Là, ils ont montré qu'ils peuvent se faire entendre et que la population compte et les jeunes comptent réellement, quoi. Donc c'est vraiment, je pense que c'est déjà une victoire. Donc c'est pas fini, il faut continuer. Aujourd'hui, ce que je voulais aussi rajouter, c'est qu'on met souvent en avant, donc là, la spécificité de ce mouvement, c'est qu'il n'y a pas, comme les autres crises précédentes, un homme providentiel derrière lequel on va dire. Et donc. Oui, avant c'était Marc Ravalomanana, voilà, c'était Andra Zouel. Aujourd'hui, on résume beaucoup en disant coup d'État, pas coup d'État, qui est cette personne qui est au pouvoir. Je pense qu'il faut vraiment qu'on soit vigilant, bien sûr, voir qui est cette personne, comment ça va se dérouler, mais surtout insister sur le fait que ce n'est pas une personne seulement ou un gouvernement qui va changer les choses. C'est vraiment un collectif. Et donc, le gros problème à Madagascar jusqu'à présent, c'est qu'il n'y a pas eu de garde-fou, quoi. Et les corps intermédiaires n'ont pas vraiment joué leur rôle pour faire ce lien entre la classe dirigeante et la population. Et donc, c'est là où il faut vraiment mettre en place, en fait, un système et une structure qui puisse faire en sorte que les jeunes, notamment les jeunes de la Gen Z, mais aussi le reste de la population, la société civile, puissent exercer vraiment cette demande de redevabilité à l'égard de qui que ce soit d'ailleurs les militaires ou d'autres personnes de la classe dirigeante, qu'on puisse dire et se faire écouter. Et justement, d'ailleurs, à ce sujet, le colonel Michael Randjanirin, désormais président de la transition, donc, se veut plutôt rassurant. Il tend la main et il dit qu'il doit compter sur la société civile. On l'écoute. Nous nous engageons à une rupture avec le passé. Notre mission principale est de réformer en profondeur les systèmes administratifs, socio-économiques et politiques de gouvernance du pays. Nous nous engageons également à entreprendre toutes les actions et mesures nécessaires à l'encontre des ennemis de la République, à réparer les torts subis par les victimes pendant le mouvement populaire et à garantir le libre exercice des droits et libertés fondamentaux, dont la liberté d'expression au respect de la loi. Audrey Randja-Manjad, vous qui faites partie de ce mouvement Gen Z, est-ce que vous êtes rassurant en entendant ces propos ? En fait, ce qui est marrant, c'est que dans les faits, comment ça se passe, c'est qu'au moment de l'investiture, on regarde la photo, les mêmes anciens politiciens qui sont devant de la scène, tous avec des grosses valises, tous avec une grosse sécurité. Et où sont les jeunes à ce moment-là sur la photo ? Rien que ça, en fait, ça donne... Sur la forme déjà, en fait, c'est pas un bon signal. Quelques jours avant aussi, quelque chose de très important, parce qu'on n'en a pas encore parlé, la Constitution malgache dit que la présidentielle doit avoir lieu sous 60 jours. Et là, cet homme que l'on vient d'entendre nous dit transition de 18, donc 1 an et demi, à 24 mois, à 2 ans. Ça, vous dites oui ou non, le mouvement Gen Z ? Nous, on a dit non. Tout simplement parce que notre feuille de route, déjà, elle partait sur 6 mois, 7 mois maximum. Quand on nous annonce les 18-24 mois, donc on était vraiment partis sur des négociations. Il y a des rendez-vous qui se sont faits, mais comme je dis, dans le fond, oui, il y a des mains tendues, mais dans la forme, comment ça se passe ? Est-ce que nous avons de plus en plus de rendez-vous ? Est-ce que nous pouvons, à partir de maintenant, travailler sur cette feuille de route ? Est-ce que maintenant que le Premier ministre a été nommé, est-ce que nous allons pouvoir faire ce qu'on avait prévu, c'est-à-dire des garde-fous ? Est-ce qu'il y a des mandats révocables ? Quel est le patrimoine de notre Premier ministre ? Quelles sont ses relations avec l'ancien gouvernement ? Voilà, je pense qu'aujourd'hui, il faut aussi qu'on assume qu'on a ce rôle d'accompagner cette transition civile qui doit être courte et transparente. Effectivement, 24 mois, ça reste quand même une transition qui est chère, qui laisse la place aussi à la corruption si jamais il y en a, et également à une prise de pouvoir au long terme. Ketanjian Rafitoson, sur cette question justement de la transition, c'est l'un des sujets de crispation aujourd'hui à Madagascar ? Oui, tout à fait. Les débats vont bon train. Comment est-ce que ça va se dérouler ? Est-ce qu'elle sera inclusive comme il a été supposé, comme il a été présenté par le nouveau chef de l'État, justement ? La société civile a notamment fait une proposition il y a quelques jours d'organiser des assises nationales pour la refondation du pays afin d'avoir les voix de toutes les régions de Madagascar sur les priorités économiques, sociales, politiques également du pays dans cette transition-ci. Et il y a une grosse question qui se pose, c'est celle de la Constitution justement, et c'est là où il risque d'y avoir débat, puisque si on fait une transition en 6 mois, il n'est
pas certain qu'on puisse arriver à la confection d'une nouvelle constitution qui soit inclusive et qui reflète vraiment les attentes de toute la population. Et justement, parce que ça aussi, c'était l'un des noyaux de cette crise. Hein. Et en parlant une constitution qui n'a pas été adaptée. Ouais. Et justement, en parlant d'attente, vous le disiez, Kétangène Rafitoson, un chiffre pour bien comprendre, 75% de la population de Madagascar vit sous le seuil de pauvreté. C'est la Banque mondiale qui l'annonce. Et d'ailleurs, à ce propos, ce qui pourrait ajouter aussi à la difficulté de cette transition, c'est la menace de voir l'aide internationale justement rompue sous prétexte ou sous la raison de voir des militaires arriver au pouvoir. Ça, c'est une vraie crainte pour Madagascar ? Effectivement, c'est une vraie crainte. Et là, je pense ça que... Ça s'est déjà vu par le passé. Hein. On a vu l'impact négatif du gel de l'aide en 2009, justement. Et là, il ne faudrait pas que ce soit de nouveau le cas, parce que ce serait la double peine pour la population. La population a déjà souffert donc, de l'ancien régime là, et des prédations et de la politique qui a été mise en œuvre. Si la communauté internationale gèle l'aide maintenant, en fait, c'est la population qui va subir les conséquences. Quoi. Donc, il y a quelque chose à faire. Évidemment, il y a une pression à mettre en place pour que effectivement, tout se passe dans les règles et être vigilant sur la mise en place... Mais il n'y avait pas une personnalité de la société civile à la place d'un homme en uniforme ? Pardon ? Il n'y avait pas une personnalité issue de la société civile connue à Madagascar ? Le problème à Madagascar, c'est qu'il y avait une classe politique qui était complètement discréditée, aussi bien le parti au pouvoir que des partis de l'opposition, justement. Quoi. Et donc, moi je dis, est-ce qu'on aurait plus à craindre, en fait, que si c'était les anciens qui étaient déjà là, qui avaient pris le pouvoir, ou si c'est ce colonel qui... Je ne sais pas. En fait, l'histoire, il faut rester vigilant. On ne sait pas aujourd'hui, on ne connaît pas les acteurs. Évidemment, il faut rester vigilant et suivre et mettre la pression pour que les choses se passent de la meilleure manière possible. Je ne vous ai pas posé la question d'ailleurs, mais est-ce que le mouvement Gen Z a une source d'inspiration ? On a beaucoup parlé du Népal, on a vu ce qui se passait au Maroc, mais il me semble que Madagascar a précédé les jeunes au Maroc. Est-ce que vous avez, des sources d'inspiration ? Vous avez eu ces sources d'inspiration ? Oui, oui, un peu comme la Gen Z, justement au Népal, etc. Ça reste quand même le manga qui est One Piece, qui est un manga, en fait, quand on regarde vraiment... dans le fond, qui explique justement ces strates de la société et ces strates de politique. Nous, on a fait carrément une publication expliquant justement en quoi est-ce que les jeunes pouvaient se retrouver dans ce manga One Piece. Et donc, nous, on a juste repris cet élan qui était dans plusieurs pays, tout aussi en solidarité internationale, finalement. Les revendications, on les rappelle, l'eau, l'électricité, les besoins basiques, la sécurité, l'éducation notamment. D'ailleurs, c'est un cercle vicieux parce que le manque d'investissement dans l'éducation ou les infrastructures freine le développement du pays. Ces revendications, le mouvement Gen Z, comme vous l'avez dit, va continuer à les porter jusqu'à obtenir des signes concrets. D'ailleurs, vous en attendez peut-être dans cette transition. Il y a déjà de quoi prendre des décisions ? Oui, tout à fait. Donc nous, on porte exactement le scope, bien sûr, sur les besoins vitaux de la population. Nous, ce qu'on veut, c'est que les jeunes puissent demain manger, boire, réviser, étudier, penser à l'avenir, penser à la politique en même temps. Aujourd'hui, on est à un stade à Madagascar, malheureusement, de la majorité de la population qui ne sait même pas comment manger. Donc oui, ce sont des projets qui sont en cours et qui sont discutés. Donc nous, sur ce coup, on ne se ferme pas, bien sûr, à simplement avoir que des jeunes de notre génération, mais à s'entourer justement d'experts, à s'entourer de personnes qui ont travaillé sur ces questions depuis longtemps pour apporter des projets courts et impactants. Ouais. D'ailleurs, une question, si on le rappelle, il y a quand même la question aussi de la géographie, en tous les cas d'une terre, d'un pays et d'un peuple soumis aux aléas climatiques et du réchauffement, notamment les cyclones, qui ont existé bien avant ça aussi, c'est un enjeu majeur pour Madagascar. Le chantier est gigantesque aujourd'hui pour Madagascar pour arriver à relever. Faut souligner que Madagascar, c'est un des rares pays qui a vu la chute du niveau de vie moyen de la population de l'ordre de 40% depuis 1960. Quoi. Et sans avoir connu de guerre ni de conflit, depuis l'indépendance. Ouais. Donc aujourd'hui, tout est à construire et donc le chantier est gigantesque. Donc c'est là aussi où il faut dire, il ne faut pas faire des promesses en disant tout va changer d'ici le lendemain. Il y a quelque chose à construire. Donc les changements climatiques, les conséquences du changement climatique, c'est un sujet qui vient en plus. C'est pas la cause, parce que là aussi, il faut faire attention, parce que les dirigeants passés, ils mettaient en avant le fait que finalement, c'est un argument en disant c'est pour ça que ça marche pas. Non, le problème, c'est que la première cause du problème à Madagascar, c'est le problème d'abord de gouvernance, donc des causes d'abord internes, des causes qui ne sont pas dues spécifiquement au changement climatique ou à l'extérieur. Je vais vous poser la question sur la France,
l'ex-puissance coloniale. Je la pose d'abord à Ketanjian Rafitoson. Il y a toujours le conditionnel qui est utilisé sur le rôle qu'aurait joué la France dans le départ d'Andry Rajoelina. Est-ce qu'on en parle encore? Est-ce que les malgaches du mouvement Gen Z en veulent à la France ou pas? Bon, en même temps, bon, c'est un peu ce que réclamaient les manifestants, mais tout de même sur les rapports parfois troubles et dénoncés. Quel est le sentiment, l'état d'esprit à ce sujet du côté de la capitale notamment? Oui, je ne me permettrai pas de parler au nom de l'Agency à ce propos parce que vous avez une représentante sur le plateau, mais en tout cas, ça discute dur dans les chaumières à Madagascar à propos du rôle potentiel de la France dans l'issue d'exfiltration, on va dire, du président. Compatriote, votre compatriote en somme, ça a fait jaser. Pourquoi? Parce que beaucoup s'interrogent s'il va maintenant bénéficier ou jouir d'une certaine impunité alors qu'il devrait répondre de ses actes ici à Madagascar. Alors la réaction? Après des années de violations manifestes de la Constitution, etc. Ouais. Donc la réaction, elle est toujours là. C'est une révolte contre l'ingérence supposée d'une nation qui est pourtant... On va le dire, ça, il faut l'avouer, hein, on a des relations historiques indéniables avec la France. C'est ainsi, c'est comme ça. Il y a des intérêts économiques forts ici à Madagascar de la part des Français. C'est une réalité indéniable. Mais en tout cas, ce à quoi aspire aujourd'hui la population, c'est vraiment une justice, que justice soit faite et que il n'y ait plus d'impunité, que justement on arrive à casser ce cycle de mauvaise gouvernance qui mine toutes les relations. Et j'allais dire quelque chose, il y a quelque chose à dire ici, c'est que bien qu'il y ait beaucoup de promesses, beaucoup d'attentes, d'espoirs, ces espoirs-là risquent d'être déçus si l'agenda anticorruption y est minimisé dans cette transition-ci. Donc c'est un appel déjà aussi aux dirigeants actuels ou prioriser la lutte contre la corruption et ne pas fermer les yeux, surtout sur les exactions du passé, surtout que les mêmes personnages risquent de gamberger, de toujours être présents sur la scène politique actuelle si on ne fait pas attention. Voilà donc pour ce mot. Alors une petite réaction parce qu'il faut qu'on aille voir quand même. Et ils ont hâte, et nous aussi, d'aller voir les musiciens malgaches. Il y avait eu un débat d'ailleurs sur la nationalité française d'Andry Rajoelina au moment de son élection. Oui, tout à fait. En fait, le problème, justement, c'est la façon dont la France, finalement, s'est immiscée dans toutes ces manifestations. Je pense que la France, en tant que... a fait de l'ingérence étrangère, effectivement, mais très tôt. Là, déjà, on parle de la déchéance de nationalité. Il y avait déjà la cérémonie qui avait lieu autour du président Macron, sa visite officielle, qui avait déjà créé de la méfiance auprès de la population. Il y a eu ensuite cette histoire d'exfiltration. On a eu cette conseillère qui était entre un gouvernement français et un gouvernement malgache. À ce stade, bien sûr que la population est méfiante. Et au niveau de la Gen Z Madagascar, ça a envoyé un message très négatif.